Nestlé préfère faire du profit plutôt que d'assurer votre sécurité? C'est une des questions auxquelles le géant de l'agroalimentaire a dû faire face lors d'une commission d'enquête sénatoriale. Pour confronter le groupe, il y a eu 6 mois d'enquête, 120 personnes entendues lors de 73 auditions, le tout après un scandale, les traitements non autorisés pratiqués sur les eaux minérales Perrier ou encore Vittel, Épar et même Contrex. Bref, que des eaux que vous avez sûrement déjà bu. Lors de ces auditions, les représentants de Nestlé ont été interrogés et ils se sont appliqués à bien éviter les questions les plus gênantes. Comme je vous l'ai dit au début, cette question porte sur des faits qui font l'objet d'une procédure judiciaire et donc je ne peux y répondre. Et au passage, ils en ont profité pour se faire un petit peu de pub. Épar, riche en magnésium, aide à réduire la fatigue et favorise le transit. Contrex, avec sa teneur unique en calcium et en magnésium, contribue à la santé osseuse. Mais avant l'affaire des eaux contaminées, Nestlé a fait face à de nombreux autres scandales au cours de ces 20 dernières années. On pense à des pizzas contaminées, des biscuits pour bébés à l'origine d'étouffement. Face aux accusations, l'entreprise fait tout pour protéger son image et sa rentabilité. Aujourd'hui, on va se plonger dans les petits papiers de Nestlé en compagnie de Franck Boisiz, notre journaliste spécialiste de l'économie qui a enquêté sur ces affaires. Salut Franck et bienvenue. Bonsoir Corentin et bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints. Ma première question, Franck, j'essaye de comprendre cette commission d'enquête sénatoriale auquel Nestlé a fait face. Qu'est-ce qu'elle a révélé dans le fond ? Elle a révélé plein de choses, puisque comme tu le disais très justement, Corentin, elle s'est réunie pendant 6 mois, elle a entendu 120 personnes. Je pense que ce qu'il faut retenir en premier lieu, c'est qu'elle a révélé un système, Corentin, c'est-à-dire une très grande entreprise. Nestlé, c'est 100 milliards, près de 100 milliards d'euros de chiffre d'affaires chaque année. Nestlé, c'est 2000 marques différentes, ce qui signifie que tous les matins, dans une journée, chacun d'entre nous va manger ou boire un produit Nestlé sans toujours le savoir, mais de manière quasiment incontournable. Typiquement, moi, je bois de la Vichy Célestin, je ne savais pas que c'était Nestlé, il se trouve que c'est là, je crois. Mais si tu choisis de prendre de la San Pellegrino, c'est aussi Nestlé. Et si tu choisis une eau plate plutôt qu'une eau gazeuse comme Vittel, c'est aussi Nestlé. Donc, et quant aux amateurs de café qui vont acheter des petites canettes de Starbucks dans les supermarchés, ces petites canettes de Starbucks, c'est aussi Nestlé qui a passé un accord avec Starbucks. Donc, omniprésent dans nos assiettes comme dans nos réfrigérateurs. Et pour répondre à ta question, ce qu'on met en lumière finalement, c'est qu'il y a une sorte de système Nestlé. Le système Nestlé, c'est une entreprise qui est très attachée à verser du dividende à ses actionnaires, qui le dit d'ailleurs dans ses réunions annuelles d'actionnaires. Elle dit « Chaque année, le dividende que nous versons n'a jamais baissé ». C'est une entreprise, on va donner un exemple, qui consacre en 2 ans 20 milliards d'euros. 20 milliards d'euros, c'est beaucoup d'argent. 20 milliards d'euros, parfois on a du mal à se le représenter, c'est l'équivalent de 20 hôpitaux universitaires, c'est-à-dire les plus gros d'entre eux. Eh bien, avec ces 20 milliards, Nestlé n'a pas fait de la recherche, elle a uniquement racheté ses propres actions pour faire grimper son cours de bourse. Voilà donc le système Nestlé. Mais le système Nestlé, sans s'ériger en procureur ni en juge, c'est une entreprise qui a parfois, et ce que laisse apparaître certaines affaires, peut-être, et j'emploie bien peut-être avec précaution, négliger la sécurité de ses consommateurs au profit, c'est le cas de le dire, de la rémunération de ses actionnaires. Et ce qui pose un vrai problème parce que Nestlé est une entreprise qui nourrit et qui hydrate, si j'ose dire, des millions et des millions de gens. Donc, comme c'est une entreprise qui est dans les produits de grande consommation, sa responsabilité n'en est que plus grande. Et c'est pour ça que les pouvoirs publics sont tout autant ou tout aussi vigilants. Merci beaucoup de regarder cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaît. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube de Libération. On publie des entretiens comme ça chaque semaine. Si ça vous intéresse, sachez que c'est une émission qui est tournée en direct sur Twitch. Donc vous pouvez nous rejoindre à cette adresse. Et d'ici là, je vous souhaite un bon visionnage. Typiquement, ça résonne puisque KLCM nous dit dans le chat qu'il a une cafetière Nespresso. Il est un petit peu triste de ça. Et d'ailleurs, cette cafetière et les capsules qu'il met à l'intérieur sont l'une des filiales les plus rentables de Nestlé parce que c'est un marché un peu captif. Pendant longtemps, d'ailleurs, on ne pouvait acheter que des capsules Nespresso. Maintenant, le marché s'est un petit peu ouvert, mais il suffit simplement de se rappeler combien de grammes contient une capsule et de ramener ça au prix du kilo de café pour avoir une idée des profits engrangés par Nestlé dans cette opération. Le cœur de cette commission d'enquête, ça a reposé sur les traitements illégaux de bouteilles d'eau, procédés de traitement illégaux des eaux minérales. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement qu'est-ce qu'on reproche à Nestlé dans cette commission d'enquête ? Alors effectivement, c'est une précision d'emblée qui est importante.
Aujourd'hui, quand on choisit de boire de l'eau en bouteille et non pas de l'eau minérale et non pas de l'eau du robinet, d'abord l'écart de prix est de 1 à 100. C'est-à-dire que si on boit de l'eau minérale toute l'année, suivant le type d'eau que l'on va choisir, ça va nous coûter entre 150 et 300 euros par an. Si on a choisi de boire de l'eau du robinet toute l'année, ça nous coûte de 1 à 4 euros par an. Déjà, c'est une précision importante, me semble-t-il. Ensuite, dans l'eau en bouteille, il existe 2 sortes d'eau. L'eau minérale naturelle, qui répond à un cahier des charges très précis, c'est-à-dire qu'elle doit provenir d'une nappe phréatique protégée. Et surtout, c'est une eau qui n'est pas traitée, c'est-à-dire qu'on la prend de la source et on la met directement dans la bouteille, ce qui signifie que la source doit être stable et que celui qui vend l'eau en bouteille ne doit absolument pas la traiter. Tout au plus peut-il y ajouter du gaz carbonique quand il s'agit de faire de l'eau pétillante. Seul traitement autorisé. L'eau de source, en revanche, est une eau qui a pu être filtrée, nettoyée, de façon à répondre au cahier des charges bactériologiques, qui est le même pour toutes les eaux. Il ne faut pas qu'une eau puisse nous contaminer de quelque sorte que ce soit, mais c'est une eau pour laquelle on autorise des traitements. Du coup, quand on regarde la gamme des prix, l'eau minérale naturelle coûte en général un peu plus cher que l'eau de source qui, elle, a pu subir un traitement. Dans ces enjeux autour de traitement, est-ce que ça veut dire que les eaux minérales n'étaient pas de bonne qualité et présentaient un risque pour la santé? Alors, il faut être très clair à cet égard, Corentin, il n'y a pas de risque pour la santé. C'est-à-dire qu'on ne risque pas, pour parler clair, de tomber malade en buvant une eau minérale qui a subi ce type de traitement. Quand, à un moment donné, sur une des sources de Nestlé, en l'occurrence Perrier, il y a eu un taux de bactéries trop important, à ce moment-là, Nestlé a été contraint de ne plus commercialiser. Il y a à peu près 3 millions de bouteilles qui ont été mises au rebut parce que justement l'eau qui arrivait dans la bouteille n'était pas propre aux critères de consommation. Et Asti, je crois qu'il y a une anecdote dans ton enquête de quelqu'un, je crois, de la commission sénatoriale qui est allé voir Nestlé pour demander à goûter et les employés de Nestlé se sont un petit peu regardés en mode est-ce qu'on va le laisser goûter cette eau minérale ou pas, et au final ils l'ont laissé goûter. Au final ils l'ont effectivement laissé goûter, mais ça a laissé un petit peu pantois, on va dire, le parlementaire. Il y a une autre anecdote aussi, alors qu'on n'a pas raconté, celle-là on ne devait pas avoir la place, mais c'est que le jour où les inspecteurs de la Direction générale de la concurrence, de la répression des fraudes débarquent de manière inopinée, donc sans prévenir, comme ils en ont le droit, sur un des sites de Nestlé Waters, donc de l'eau Nestlé, d'habitude, ils arrivent, ils présentent carte professionnelle, ils rentrent et puis ils visitent tout ce qu'ils ont envie de voir. Là, on les a fait poireauter pendant 1h30 avant de les laisser accéder au site. Et donc, ils se sont interrogés en se disant, mais est-ce qu'on n'a pas essayé de cacher certains trucs ou de détruire certains documents pendant qu'on nous faisait poireauter pendant 1h30, ce qui est assez inhabituel. Ouais, c'est un petit peu révélateur. Dans ce scandale du traitement des eaux minérales, moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est est-ce que c'est juste une question d'appellation? C'est-à-dire que ils ont traité de l'eau minérale alors que ça devait être naturel et ils n'avaient pas le droit, et donc du coup, c'est une question d'appellation, donc ça marche pas, ou est-ce que ça va plus loin que ça? C'est une question, je serais tenté de te répondre, Corentin, les deux. C'est-à-dire que c'est effectivement une question d'appellation. On est sur ce qu'on appelle en droit de la tromperie. C'est-à-dire qu'on vend quelque chose à un consommateur, mais la réalité, c'est qu'on ne lui vend pas ce qu'on lui a promis sur l'étiquette. Donc ça, c'est un délit pénal. Pour ça, on encourt des sanctions financières, puisque c'est une entreprise qu'on condamne et non pas des personnes physiques, mais c'est un vrai délit pénal, c'est pas un délit civil. Alors, comme je disais tout à l'heure, on ne va empoisonner personne. Sauf que il y a une question qui demeure en suspens, que soulève une sénatrice, Antoinette Gull, c'est que tous ces traitements de l'eau étaient destinés à éliminer les bactéries. Sauf que dans une eau, on peut trouver deux choses. Des bactéries, mais des virus aussi. Et tous les traitements qui ont été pratiqués sur une eau qui n'était pas tout à fait clean, alors qu'elle aurait dû l'être, permettaient certes d'éviter et d'éliminer, soyons précis, toutes les bactéries, mais pas d'éliminer les virus. Donc, que se passe-t-il si, quand on traite une eau pour éliminer toutes les bactéries, un petit virus réussit à se faufiler et se retrouve dans la bouteille? Et ça, on n'a aucun moyen de savoir si c'est arrivé? Alors, nous n'avons absolument aucun moyen de savoir si c'est effectivement arrivé. Il n'y a pas de possibilité de traçabilité ou d'enquête suffisant. Mais la sécurité alimentaire, c'est aussi le principe de précaution et la gestion du risque. Et là, nous avions vraisemblablement un risque qui demeurait.
Pour ton enquête, tu as notamment interviewé le rapporteur de cette commission d'enquête sénatoriale dont je vous parlais au début. C'est Alexandre Wizy, qui est un sénateur Parti socialiste. Tu l'as interviewé. Qu'est-ce qu'il t'a raconté sur cette commission d'enquête, comment elle s'est déroulée, et aussi l'attitude des représentants de Nestlé lors de cette commission? La première chose très drôle qu'il nous a raconté, finalement, enfin très drôle, surprenante, c'est qu'il ne s'est pas passé une semaine sans que la commission d'enquête reçoive une lettre d'avocat disant que cette commission n'avait pas lieu d'être et qu'elle était illégitime. C'est quand même révélateur du niveau de désagrément, voire de dérangement que génère cette commission d'enquête à l'égard de Nestlé. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose quand même, c'est que je crois qu'il n'en revient pas encore de la manière dont les dirigeants de Nestlé se sont comportés durant les auditions. C'est-à-dire que 3 dirigeants de Nestlé ont été convoqués, puisqu'une commission d'enquête sénatoriale, parlementaire donc, peut convoquer, et celui ou celle qui est convoqué est tenu de répondre. On en reparlera après pour Alexis Kohler d'ailleurs. Et donc, première bizarrerie qui l'a marqué, c'est qu'alors que les 117 autres personnes qui ont été convoquées sont venues seules, les 3 représentants, enfin 2 des 3 représentants de Nestlé sont arrivés accompagnés d'un avocat. Et ça, c'est étonnant pour une commission d'enquête sénatoriale? C'est-à-dire que quand on arrive, c'est assez rare, et quand on arrive accompagné d'un avocat, dont on verra le rôle par la suite, ça veut dire qu'on ne se sent pas très à l'aise dans ses baskets, et peut-être qu'on a quelque chose à se reprocher. Ensuite, histoire de bien marquer leur territoire, les représentants de chez Nestlé sont arrivés en mettant ostensiblement sur la table, pendant qu'ils étaient interrogés, une bouteille de leur propre minéral contesté, qu'ils ont bu pendant l'audition pour bien montrer qu'on pouvait la boire. En plus d'être interrogés sur une enquête qui est hyper sérieuse, ils ont fait leur pub, les gars. Ils ont fait leur pub, leur com, mais le plus préoccupant quand même, c'est qu'à plusieurs reprises, et ça a failli tourner vinaigre pendant l'audition, le président ou le rapporteur pose des questions, notamment sur depuis combien de temps ces traitements illégaux étaient pratiqués. Qui sont les personnes responsables de ces contrôles, qui auraient dû normalement dire que ces traitements étaient illégaux? À ce moment-là, les 2 dirigeants de Nestlé, tour à tour, disent « Monsieur le Président ou Monsieur le rapporteur, je ne répondrai pas, il y a une procédure judiciaire qui est en cours, je n'ai donc pas à vous répondre. » Ce à quoi les parlementaires répondent « Mais au titre de la séparation des pouvoirs, nous l'avons vérifié de manière légale, et d'ailleurs il y a des précédents dans d'autres commissions d'enquête parlementaires, rien ne s'oppose à ce que vous répondiez. » Et malgré tout, les dirigeants de Nestlé vont persister, à tel point d'ailleurs que un des dirigeants, qui était d'ailleurs à un échelon un peu plus bas, qui est un directeur industriel simplement, lui s'est vu poursuivi devant le tribunal, devant le parquet de Paris pour parjure, c'est-à-dire qu'on considère qu'il n'a pas dit la vérité. Et l'une des 2 dirigeants de Nestlé est également poursuivie pour parjure par une des sénatrices qui a participé à la commission d'enquête, Antoinette Gull, à titre personnel. C'est donc dire, en résumé, que le ressentiment de la commission d'enquête parlementaire à l'égard de cette attitude qui consiste à dire « Eh bien, je ne vous répondrai pas », a été considéré comme particulièrement choquant. Comme je le disais au début, ça fait 20 ans qu'il y a des affaires autour de ce géant de l'agroalimentaire. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est quoi les grosses affaires que Nestlé a subies ou Nestlé a pris part dans ces 20 dernières années? Alors, effectivement, ce n'est pas la première, Corentin. Celle dont le plus grand nombre ont sans doute le souvenir est celle dite des pizzas Buitoni. Et effectivement, à l'époque, Buitoni, on ne sait pas que ça appartient à Nestlé. C'est pas, et on reviendra là-dessus. C'est-à-dire, pourquoi Nestlé a 2000 marques? Ça permet, quand il y a un problème sur une marque ou une enseigne, de ne pas faire la relation directe avec Nestlé. Donc, Buitoni, dont on apprend à ce moment-là que ça appartient à Nestlé, commercialise des pizzas surgelées. Des pizzas qui ensuite doivent être cuites au four une fois qu'elles ont été sorties de leur emballage. Un jour de 2021, plusieurs personnes, une cinquantaine, tombent malades après avoir absorbé ces pizzas. Certaines vont à l'hôpital et le drame est que 2 enfants décèdent. 2 enfants décèdent parce qu'il y a une bactérie assez violente, E. coli, pour donner son nom moins savant, qui est présente visiblement dans la pâte. Et sur des enfants, ça produit des dégâts beaucoup plus importants dans le système, puisque les enfants ont un système immunitaire qui est moins fort. Donc malheureusement, 2 enfants n'ont pas résisté et sont décédés des suites de l'ingestion d'une de ces pizzas. Une enquête est en cours pour homicide involontaire. Nestlé et sa filiale Buitoni ont été mis en examen pour homicide involontaire. Et
Ce qu'il apparaît dans cette affaire-là, c'est que ce sont les farines utilisées pour fabriquer ces pizzas qui contenaient la bactérie. Et en fait, la bactérie n'a pas été éliminée parce que les pizzas ont été insuffisamment cuites au four. Problème, à aucun moment, Buitoni n'a fait figurer sur ses emballages un sticker qui aurait été bien utile en disant « Attention, il est important de cuire à minima tant de temps la pizza et à telle température ». Si ce sticker avait été apposé, ça aurait peut-être permis d'éviter ces drames. Mais autre élément encore plus troublant, Corentin, on se rend compte que 10 ans plus tôt, Nestlé, qui commercialise à travers une de ses autres filiales une pâte à cookies, puisque les Américains mangent beaucoup de cookies, aux États-Unis, est confronté au même problème. La même bactérie se développe dans la pâte, qui est une pâte qui est vendue crue. Nestlé aux États-Unis en tire l'enseignement et décide d'avoir un mécanisme de sécurité qui consiste à chauffer à très haute température la farine qui va être utilisée pour la pâte à cookies. Le fait de chauffer cette farine permet d'éliminer toutes les bactéries. On aurait pu imaginer que 10 ans plus tard, Nestlé, en France, fasse la même chose pour ses pizzas. Et d'ailleurs, on pose la question à Libération, à Nestlé, à qui on a adressé pour cette enquête une vingtaine de questions écrites. Et donc, on leur demande, mais pourquoi n'avez-vous pas appliqué le même mécanisme de thermisation, de chauffage des farines en France ? Et Nestlé nous fait cette réponse qui nous laisse pantois en disant ça n'était pas adapté aux pizzas et ça aurait pu altérer la pâte et le goût de la pâte. Et donc, notre conclusion est que malheureusement, entre la sécurité alimentaire et les qualités gustatives, Nestlé a opéré un choix, et vous comprenez lequel, celui des qualités gustatives, donc du côté commercial, et non pas celui de la sécurité alimentaire. Ce qui est quand même hallucinant de se dire qu'une entreprise aussi importante est capable de faire un choix aussi dangereux. Il y a d'autres exemples. Et ce n'est malheureusement pas la seule affaire. On a une affaire de biscuits pour nourrissons où la pâte des biscuits n'est pas assez friable pour les nourrissons qui donc ne peuvent pas mâcher, qui ont tendance plutôt à sussauter les biscuits. Et donc, comme la pâte n'est pas assez friable, ça provoque des étouffements de nourrissons. On a une autre affaire avec des saucisses. Pareil, tout le monde ne sait pas qu'Herta n'est plus, mais était à l'époque des faits, une marque de Nestlé. Et il y a une catégorie de saucisses dont le bout est arrondi, qu'on appelle les knackis, et que des enfants ont mangé. Sauf que ces saucisses avec un bout très rond n'ont pas été suffisamment mâchées par les enfants, qui se sont étouffés pour certains d'entre eux avec. Là aussi, on a eu des drames, et qui auraient peut-être pu être évités si l'emballage de ces knackis de Herta avait comporté une mention « ne pas laisser manger par des enfants de moins de 3 ans », comme ça arrive pour les jouets par exemple. Tu soulèves dans ton explication un point qui est important, Herta, qui n'est plus une filiale de Nestlé. Moi, j'aimerais comprendre, parce que tu nous as expliqué que Nestlé a plein de filiales partout, et au rythme des scandales, ils s'en séparent, ils changent, etc. Déjà, est-ce que tu peux nous clarifier ce procédé de Nestlé face à ces scandales ? Et ensuite, j'aurais une autre question pour toi. Alors, effectivement, ce qu'on a constaté au cours de cette enquête, c'est que plusieurs entreprises qui ont été impliquées dans des scandales ont ensuite été soit vendues, soit pour faire plus discret, Nestlé fait rentrer un autre actionnaire dans ses filiales qui petit à petit devient majoritaire. Herta, dont on vient de parler, a effectivement été vendu. Buitoni, toute l'activité de pizza de Nestlé en Europe a été vendue. L'argument sur Herta est remarquable, c'est que quand Herta est vendu, la justification donnée par Nestlé est que à l'heure où le véganisme arrive en déferlante, la charcuterie n'est plus au goût du jour. Voilà l'explication qui est donnée pour la vente d'Herta. Donc Buitoni a été vendu, et aujourd'hui, on a plusieurs informations à Libération qui nous montrent que les os de Nestlé sont, comme on dit, sur le marché, c'est-à-dire qu'elles sont en vente, et que plusieurs fonds d'investissement s'intéressent de manière très sérieuse au rachat des os de Nestlé. Perrier est en vente ? Perrier, mais aussi Vittel et toutes les os de Nestlé. Mais moi, le contre-argument que je vois, c'est est-ce que vendre ces filiales, c'est pas aussi un petit peu un moyen de résoudre le problème en se disant, bon bah ok, ces filiales, elles fonctionnent pas, Nestlé, on va résoudre le problème en s'en séparant et en ayant vraiment que des filiales où on est sûr que ça fonctionne. Mais quid de la responsabilité, Corentin ? Donc, on garde ces filiales tant qu'elles rapportent beaucoup d'argent, et puis une fois qu'elles ont fait l'objet d'un scandale et que on peut penser que le scandale va rejaillir sur tout le groupe, eh bien, on s'en sépare, on dit, ah mais attendez, maintenant c'est plus nous, Voyez avec les nouveaux propriétaires.
Pour comprendre l'intérieur de Nestlé, tu as notamment interrogé une ancienne responsable de la sécurité alimentaire chez Nestlé, c'est Yasmine Motargemi, j'espère que je prononce bien son nom. Qu'est-ce qu'elle t'a raconté? Alors, ce qui est intéressant avec ce témoin, c'est que d'abord, avant d'être embauchée par Nestlé, elle a travaillé pendant de longues années à un très haut poste à la FAO, c'est-à-dire l'Organisation des Nations Unies chargée de la nourriture et de l'alimentation. Donc c'est quelqu'un pour qui le monde du food, comme on dit, est pas inconnu, loin s'en faut. Elle a fait toute sa carrière. Et quand elle accepte de rentrer chez Nestlé, c'est pour finalement mettre en œuvre tout ce qu'elle a pu faire dans une organisation internationale à l'échelle d'une entreprise. Et elle va se rendre compte assez rapidement qu'on n'écoute pas ses recommandations, que de temps en temps, on la tient pas au courant de ce qui se passe, notamment quand il y a des scandales alimentaires. Donc, comme elle a des principes assez fermement ancrés en elle, elle fait comprendre qu'elle n'est pas d'accord, elle tape du poing sur la table, et un beau matin, elle est licenciée. D'accord, on voit le procédé. Elle est licenciée, donc on pourrait dire, et nos détracteurs pourraient dire, elle est licenciée parce que elle fait pas l'affaire, comme ça arrive dans des milliers d'entreprises tous les jours. Sauf qu'une fois qu'elle est licenciée, elle fait un contentieux et qu'un tribunal suisse a reconnu qu'elle avait été licenciée dans des conditions qui lui portaient préjudice et a demandé à Nestlé de lui verser 2 millions d'euros de francs suisses, qui fait à peu près 2 millions d'euros 2 millions de francs suisses, qui fait, 2 millions de nos euros à titre d'indemnité, ce qui n'est pas une somme négligeable. Et justement, est-ce qu'elle t'a raconté des insides de comment Nestlé procède par rapport à sa sécurité alimentaire? Elle nous raconte notamment une discussion en réunion de direction de Nestlé qui est assez surréaliste, dans lequel l'une des propositions, l'une des idées auxquelles on pense est d'indexer le bonus des cadres dirigeants sur ce qu'on appelle le rappel des produits. C'est-à-dire en fait que plus il y aura de rappels de produits, moins le bonus des cadres dirigeants sera important. Donc, on ne sait pas si c'est passé exécution, mais en tout cas, elle nous transmet à un moment donné les minutes de cette réunion dans la discussion, il y a cette idée d'indexer le bonus de fin d'année sur le nombre de produits qui seraient rappelés pour problème de sécurité alimentaire. Donc on soigne plutôt ses actionnaires plutôt que les consommateurs. Ses actionnaires, ses cadres dirigeants, les consommateurs, Oui, mais ça veut dire que Nestlé s'en fout de ses consommateurs? Ça veut dire en tout cas, et alors on va essayer d'être un peu optimiste, c'est que jusqu'à présent, c'était peut-être pas la première priorité et que peut-être l'enchaînement des scandales va générer une prise de conscience. D'ailleurs, un nouveau directeur général qui est français, qui a fait toute sa carrière chez Nestlé, Laurent Frax, a été nommé il y a quelques mois et il semblerait quand même que sa mission soit de changer significativement les pratiques. Il a commencé par dire qu'il faisait une grande enquête interne pour savoir ce qui s'était passé sur l'eau et donc on peut peut-être se dire qu'à un moment donné, Nestlé comprend qu'à continuer dans cette voie-là, le dividende qui va être versé aux actionnaires va être un peu amoché par les temps qui courent si ça continue. Mais ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans, mais encore une fois, je pense que là, l'entreprise est secouée. Alors, on ne peut pas prédire l'avenir, mais si jamais elle ne tient pas ou elle ne tire pas enseignement de ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est à être encore plus inquiet sur le fonctionnement de cette entreprise. Est-ce que ce que Nestlé fait, ce sur quoi tu as enquêté, il n'y a que eux qui le font, ou est-ce qu'il y a d'autres entreprises qui font quelque chose de similaire? Non, on a malheureusement un autre exemple, Lactalis par exemple, qui est une histoire qui a peut-être marqué ceux qui sont avec nous ce soir, où le lait pour nourrissons, là aussi quand même c'est un vrai sujet, le lait pour nourrissons avait été infecté par une bactérie et on s'est rendu compte que ce qu'on appelle les tours de stérilisation dans lesquels on fait chauffer le lait pour bébé avant qu'il soit, au moment où il est mis en poudre à très haute température, justement pour éviter tout risque de bactéries. Ces tours-là de stérilisation avaient été insuffisamment nettoyés et que le fait de les nettoyer plus profondément signifiait les mettre à l'arrêt plus longtemps. Donc on retombe malheureusement toujours sur le même problème. Si on arrête la production, on perd des sous. Et donc Lactalis est poursuivi en justice pour cette affaire, encore une fois, parce que c'est terrible. C'est comme pour les pizzas, c'est-à-dire qu'on a des enfants qui sont touchés, c'est-à-dire que les parents qui vont acheter le produit et le donnent ensuite à leurs enfants, que ce soit du lait ou des pizzas, ont le sentiment de contribuer à l'empoisonnement de leurs enfants. Donc c'est une double peine dans ces cas-là. C'est pour ça que en France, mais dans la plupart des pays, la notion de sécurité alimentaire, les contrôles qui doivent être effectués sont en principe draconiens pour essayer de réduire le risque à zéro.
Je voudrais reparler un petit peu de cette commission d'enquête. Ça va être quoi les conséquences maintenant? Enfin, je veux dire, le rapport a été rendu. C'est quoi la suite? Est-ce que Nestlé va souffrir de conséquences de cette commission d'enquête? Pas particulièrement. À l'issue de cette commission d'enquête, il y a une série de formulations, de recommandations qui sont formulées, mais ça ne sont que des recommandations d'une assemblée parlementaire. Rien ne dit qu'elles vont être suivies des faits. Ça veut dire d'abord qu'il faudra voter des lois, ce qui dans le cadre actuel des deux assemblées n'est pas une chose facile. Ensuite, il y a eu certes transmission de 2 sujets à la justice, mais qui ne sont pas majeurs. En revanche, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aussi bien dans Buitoni que dans l'affaire des eaux minérales, il y a des procédures judiciaires qui sont en cours. Notamment la suite de plaintes d'associations comme Foodwatch qui luttent pour une meilleure sécurité alimentaire. Et que donc, au moment où nous parlons, des magistrats sont saisis de plaintes contre Nestlé. Des magistrats ont ordonné des enquêtes, c'est-à-dire qu'il va y avoir des perquisitions, il va y avoir des auditions, des dirigeants vont devoir s'exprimer. Et là, on peut espérer que c'est un ensemble, la commission d'enquête, que ne vont pas manquer de lire les juges, les plaintes qui ont été déposées. C'est un petit peu une sorte d'étau quand même qui se resserre autour de Nestlé et on pourra à l'issue avoir des sanctions. Mais ça nous amène, Corentin, si vous me permettez, à un autre sujet. C'est que dans la stratégie de Nestlé pour faire face à ces affaires... Avant de partir là-dessus, parce qu'effectivement, c'est un point qu'il faut absolument qu'on évoque, je voudrais juste... il y a une réaction de KLCM autour du fait de trouver des lois, des normes qui permettent de mieux protéger la sécurité alimentaire. Il te demande ton avis. Est-ce que tu ne penses pas que pour la sécurité alimentaire, justement, on pourrait quand même trouver une majorité pour avancer? Qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que journaliste économie? J'en pense malheureusement, pour répondre à cette question qui est tout à fait pertinente, que par exemple sur un autre sujet, que sont les nitrites dans la charcuterie. Les nitrites, c'est une substance qu'on met pour conserver plus longtemps les charcuteries et pour les colorer. On sait que les nitrites sont néfastes à la santé. Arriver à trouver une majorité parlementaire pour voter un texte interdisant l'utilisation des nitrites dans la charcuterie, avec un délai, c'est-à-dire pas tout de suite, pour laisser le temps aux industriels de s'adapter, ça a pris 10 ans. Il y a un sénateur qui s'est battu pendant 10 ans pour ça. Donc peut-être va-t-on y arriver. Mais n'oublions pas 2 choses. 1, il faut trouver une majorité. Et 2, face à ça, on a un lobbying de l'entreprise Nestlé qui va faire du chantage à l'emploi. D'ailleurs, il s'exprime comment ce lobbying de Nestlé? Quand sur la source Perrier, les pouvoirs publics ont commencé à dire « Ah, mais attention, mais peut-être qu'il ne va plus être possible de commercialiser Perrier », eh bien, Perrier a rappelé qu'il y avait près de 1000 emplois directs et 500 emplois indirects sur la zone de Vergès. Et pour le maire de la commune de Vergès où est exploitée la source, difficile de ne pas prendre fait et cause pour Perrier. Donc le lobbying s'effectue comme ça. Pour continuer sur notre sujet, moi il y a un truc que je trouve aberrant. 20 ans de scandale. 20 ans de scandale, comment ça se fait que Nestlé s'en soit plus ou moins toujours sorti? D'abord parce que, comme on le disait, parfois il se débarrasse des filiales qui posent problème. Ensuite, il fait du lobbying, c'est-à-dire qu'il va expliquer aux parlementaires, il va expliquer à l'État. Je veux dire, l'un des sujets, c'est que Nestlé a ses entrées à l'Élysée pendant la période où on parle, donc au plus haut sommet de l'État. Et on reviendra là-dessus d'ailleurs tout à l'heure. Et puis, l'autre solution, c'est de négocier. Ce qu'on appelle la justice de négociation. Et sur les eaux, le sujet qui nous intéresse ce soir, on le voit. On produit de l'eau minérale chez Nestlé, dans le sud, dans le Gard, pour être précis, ça c'est Perrier, et puis dans l'est de la France, dans les Vosges. Et le problème de la qualité des eaux de Nestlé s'est posé dans les Vosges. Il y a une plainte qui a été déposée, il y a un procureur qui a ouvert une enquête, et puis comme le permet la loi, Nestlé est allé voir la justice en disant, écoutez, un procès, ça va prendre longtemps, ça va être long, on vous propose de négocier. On paye une amende et il n'y a pas de procès, ce qu'on appelle une convention judiciaire. Le plaidé coupable, comme on dit aux États-Unis. Et donc, le procureur a dit OK, banco. À notre grande surprise d'ailleurs, on l'a interrogé, mais il n'a pas voulu nous répondre. Et ce qui nous a au moins autant troublé, c'est qu'il ait dit banco à une négociation financière pour éviter un procès, que la somme dont s'est acquitté Nestlé. En tout et pour tout, pour ces poursuites qu'il y avait dans les Vosges contre Nestlé, l'entreprise a payé 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. Dans cette région, le seul chiffre d'affaires, uniquement dans cette région-là, fait par les zones Nestlé, c'est de l'ordre de 200 millions d'euros par an. Donc vous vous rendez compte ? Nestlé a payé 2% du chiffre d'affaires régional annuel pour mettre fin à toutes les poursuites. C'est un cadeau. Et
c'est encore plus surprenant à nos yeux quand on enquête, qu'on se penche sur les textes qui permettent la signature de ce type de deal, comme on dit. On peut aller jusqu'à 30% du chiffre d'affaires de l'entreprise qui a fauté. Tu veux dire, genre juridiquement, on peut imposer une somme amende beaucoup plus élevée. Et donc, notre question était double au procureur qui ne nous a pas répondu. Pourquoi avez-vous signé cet accord plutôt que d'aller au procès? Et pourquoi avez-vous accepté un accord sur une base aussi modeste? 2 millions d'euros. Je rappelle que Nestlé fait 97,5 milliards de chiffre d'affaires chaque année. C'est absolument ridicule, mais surtout quand on compare, je crois que dans ton article, tu parles aussi de lois typiquement de la Finlande, je crois, où tu peux imposer des amendes beaucoup plus élevées. Alors, il y a des pays dans le Nord, puisque bien souvent sur ces questions environnementales, les pays d'Europe du Nord sont beaucoup plus en avance. Donc dans les pays scandinaves, effectivement, le montant de l'amende pratiqué peut être beaucoup plus dissuasif. On pourrait prendre exemple. Pas prendre exemple, parce que 2 millions d'euros pour une entreprise de cette taille-là, ça n'a aucun caractère dissuasif. C'est pas la seule aberration, si je puis dire, dans ce type d'affaires. Dans la commission d'enquête sénatoriale, il révèle aussi que Nestlé a réussi à faire modifier un rapport. Alors, c'est ce qu'on a appris au dernier moment. On a l'impression qu'il nous l'avait gardé pour la fin et pour la bonne bouche. Mais ça illustrera un problème plus général qui est les rapports entre Nestlé et les autorités de l'État. Effectivement, à un moment donné, et là on parle de Perrier, l'agence régionale de santé. Les agences régionales de santé, ce sont des agences en principe indépendantes, dont le métier, dans chaque région, de faire respecter les lois en matière de santé publique. C'est-à-dire qu'une agence régionale de santé, ça peut fermer un hôpital, ça peut fermer une maison de retraite, ça peut faire des visites sans prévenir dans tout ce qui relève du soin pour vérifier que tout se passe bien. Et donc, comme on a un problème sanitaire sur Nestlé, l'Agence régionale de santé d'Occitanie, celle dont la source Perrier dans le Gard dépend, travaille sur le sujet Nestlé, et notamment cette notion de tromperie. Et donc, comme souvent ces agences et la haute administration, elle produit un rapport. Et là, il apparaît que la première version du rapport, comme on dit trivialement, est caviardée. C'est-à-dire qu'il y a 2 paragraphes qui sont enlevés à la demande de Nestlé. Juste, on sait ce qu'il y a dedans dans ces paragraphes ou pas? On ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais on peut considérer qu'ils ne sont pas très agréables pour Nestlé. Mais mieux encore, Nestlé non seulement fait enlever ces 2 paragraphes, mais en fait rajouter 2 autres qui lui sont plus favorables. C'est-à-dire que Nestlé tient le porte-plume, dans un rapport d'une agence de l'État. Il faut quand même bien mesurer la chose et le pouvoir d'une entreprise comme Nestlé. Et donc, la commission d'enquête sénatoriale s'en rend compte, le porte à notre connaissance. Et nous, notre question, c'est comment le directeur général de l'ARS a pu marcher dans une combine comme celle-là. Donc on l'appelle. Et que voulez-vous qu'il arrive à, mon cher Corentin? Nous attendons encore sa réponse. Comme par hasard. Mais, comme on a décidé à Libération de ne pas lâcher l'affaire, puisqu'on ne l'a pas eu, on a essayé de se rencarder quand même sur comment ça se passait. Et on a une source, une très bonne source, à haut niveau dans l'ARS. Alors, bien sûr, comme souvent dans ce cas de figure, elle tient à garder l'anonymat, mais je peux vous assurer que j'ai vérifié qu'elle était bien placée. Qui nous dit, c'est quand même étonnant ce dossier Nestlé, parce qu'à l'agence, tous les dossiers, on en parle généralement en réunion de cadre, il n'y a pas de problème, ils sont tous évoqués, on en discute de manière collégiale. Bizarrement, le dossier Nestlé et le dossier Perrier-Vergès, le directeur général en parlait uniquement tête-à-tête avec l'ingénieur chargé du dossier. Mais ça n'était jamais abordé dans les réunions collectives, ce qui fait que nous ne savions pas comment il avançait ce dossier. Quand j'apprends après que certains passages ont été caviardés, je me dis que peut-être une forme de logique finalement dans tout ça. Il y a un commentaire dans le chat, c'est Valeurs Anarchistes, qui nous dit « Bonsoir, le capitalisme s'achète la justice ». Est-ce que cette affaire nous montre que le capitalisme peut s'acheter la justice? Alors, je serais tenté de répondre à notre internaute que le capitalisme peut tenter d'acheter la justice, mais que jusqu'à présent, le capitalisme n'a pas réussi à acheter la justice. La meilleure preuve en est que dans l'affaire Buitoni, Nestlé est mis en examen, et que dans l'affaire des eaux minérales, 2 procédures sont en cours et des juges d'instruction désignés. Dans les liens entre Nestlé et les autorités, il n'y a pas que ça. Nestlé a aussi des liens avec d'autres instances du pouvoir de l'État. Est-ce que tu peux nous les expliquer? On a bien dit des liens, pas des liaisons dangereuses, Corentin. Alors, on est assez étonné parce que finalement, l'affaire démarre quand Nestlé
parce qu'un lanceur d'alerte dans une entreprise d'eau minérale concurrente a dit qu'eux aussi avaient des traitements qui n'étaient pas tout à fait légaux, Nestlé l'apprend et se dit, bon, ben, on va prendre les devants. Et donc Nestlé prend rendez-vous avec le ministre de l'Industrie de l'époque, qui s'appelle Agnès Pannier-Runacher, lui dit, écoutez, madame, je crois qu'on a un peu fauté, nos traitements étaient peut-être pas tout à fait légaux, vous savez, la législation est compliquée, donc voilà, on tenait à vous le dire, mais c'est sans conséquence sur la santé, ne vous inquiétez pas, c'est juste notre côté transparent, quoi, on est une entreprise citoyenne après tout. Et d'ailleurs, ne vous inquiétez pas, non seulement, c'est vrai que ces traitements n'étaient peut-être pas très légaux, mais de toute façon, on les a arrêtés, et on les a remplacés par un autre traitement, ce qu'on appelle la microfiltration, sans préciser que cette microfiltration est également illégale. Bref, mais bon, la diversion est plutôt bien réussie. Et donc, Nestlé continue, mais histoire quand même de bien bétonner son affaire, Nestlé ne s'est pas adressé uniquement au ministère de l'Industrie, Nestlé a tapé plus haut, tant qu'à faire, et a tapé à l'Élysée. Et puis pas n'importe qui à l'Élysée, Alexis Kohler. Alexis Kohler, c'est le secrétaire général de l'Élysée, c'est l'oreille et la plume d'Emmanuel Macron, c'est quelqu'un qui a la confiance du chef de l'État depuis près de 15 ans. Ils forment vraiment un binôme assez efficace. Et donc, à 2 reprises, les dirigeants de Nestlé vont parler de ce sujet en direct avec Alexis Kohler, en tête-à-tête, notamment à l'occasion d'un sommet Choose France, comme celui qui s'est produit il y a quelques jours. Ça, c'est sans compter les coups de fil qu'il y aura en direction de l'Élysée. Et la commission d'enquête sénatoriale a demandé à Alexis Kohler de venir s'expliquer, ce en quoi il a refusé, en disant que puisqu'il y a une immunité sur le chef de l'État, une immunité pénale, on ne peut pas traduire un chef de l'État en justice ou dans une commission d'enquête parlementaire, comme lui est l'un des plus proches collaborateurs du chef de l'État, il bénéficie de cette immunité. Mais ça, il n'y a que lui qui le dit. C'est lui qui il n'y a que lui qui le dit. C'est ce qu'on appelle l'immunité de couverture. C'est-à-dire, le chef d'État, il couvre non seulement lui-même, mais aussi ses collaborateurs. Comme c'est pratique. Comme c'est pratique. Ça tient chaud, en plus, quand il fait un peu froid sur le plan judiciaire. Donc, il n'est pas venu. Alors, l'histoire se poursuit. Alors, non seulement il ne vient pas, mais comme la commission se met un peu en pétard, et qu'il faut essayer de faire en sorte que ça ne crie pas trop, il envoie toute la correspondance qu'il a eue avec Nestlé. Il en a pour 74 pages de documents. En se disant, bon, ça va me les calmer, mes sénateurs. Sauf qu'il n'avait pas prévu un truc, c'est que du coup, la commission, un peu vexée de ne pas avoir eu colère, dit, puisque c'est comme ça, on va publier les 74 pages de documents. Et alors là, il y en a un qui se met en colère, mais c'est le patron de colère qui se met en colère, c'est le cas de le dire. C'est Emmanuel Macron qui prend sa plume et qui envoie une lettre à Gérard Larcher, le président du Sénat, en disant, cher président, je ne comprends pas que la correspondance entre mon secrétaire général et Nestlé ait été rendue publique dans votre rapport. C'est une forme de trahison du secret. Et là, Gérard Larcher ne s'est pas démonté. Il a répondu que, comme Alexis Kohler ne s'était pas présenté, que cette commission avait pour vocation de faire le plus possible la lumière sur ce qui s'était passé, il était normal que cette correspondance soit publiée et qu'en rien, il ne désavouerait la commission d'enquête. Mais tout ça pour vous dire que ça a provoqué donc la colère, y compris du chef de l'État. C'est hallucinant. J'ai 2 questions qui me viennent, mais la première, déjà pour commencer, qu'est-ce qu'on apprend dans ces correspondances? Est-ce qu'il y a des choses qui sont sorties? On apprend dans ces correspondances que Alexis Kohler est très à l'écoute. C'est-à-dire que à chaque fois que Nestlé le sollicite autrement qu'en direct, il suggère, allez voir le ministre de l'Industrie, voyez un tel, parlez-lui de ça. Donc, il y a un lien qui est continu, Corentin. Et est-ce qu'il est sain dans une démocratie, alors qu'une entreprise peut être mise en cause, qu'elle puisse discuter, se conseiller, se faire conseiller de manière aussi libre par ceux qui sont censés la contrôler? On a un conflit d'intérêts qui est majeur. Le rôle de l'État, c'est de contrôler, c'est de protéger ses citoyens. Donc quand l'État, en même temps, discute avec une partie prenante qui peut être mise en cause, il y a une confusion des genres. Il y a un commentaire sur Twitch, Koala Bird, qui se demande, tiens, Agnès Pannier-Runacher, la même qui a été ministre de l'écologie, en ayant des liens avec une société pétrolière. C'est une question qu'il pose, et ça me mène à une autre question, des formes de collusion, comme ça, entre Nestlé, d'autres entreprises, avec des ministres, avec le président. Il y en a d'autres ou pas? Alors, on espère qu'il n'y en a pas d'autres, mais on n'a pas fait le tour de tout. Normalement, et dans l'affaire pétrolière qui est évoquée par notre internaute, il me semble souvenir d'ailleurs que Agnès Pannier-Runacher, c'est par le biais de sa belle famille et qu'elle l'a signalé de façon à ce qu'on appelle la Haute Autorité de Transparence de la Vie Publique, la HATVP, dans laquelle,
quand un ministre prend ses fonctions, il doit préciser tous les liens d'intérêt qu'il peut avoir, de telle manière à ce que si un dossier qui le met en conflit d'intérêt arrive, il puisse ne pas être amené à se prononcer dessus. Donc, normalement, tout est organisé pour. Mais on a des oublis. On a des oublis de ministres qui ne donnent pas leur lien avec tel ou tel, leur lien via leur belle famille. Par exemple, le même Alexis Collère, qui, avant d'être à l'Élysée, était aux côtés d'Emmanuel Macron au ministère de l'économie, on s'est rendu compte que sa belle famille est propriétaire de la société de navigation MSC, laquelle a des liens avec le port du Havre, et le port du Havre est géré en partie par le ministère de l'économie, qui siège au conseil d'administration. Donc, parfois, il y a des choses qui ne sont pas toujours dites, qu'on apprend après coup. Et c'est pour cela que ces collusions ou ces conflits d'intérêts que vous décrivez, c'est toujours très difficile à établir, parce que parfois ça date, parfois ça n'a pas révélé, et quand on fait notre boulot de journaliste, on tombe par hasard dessus. C'est quand même hallucinant de voir que dans cette affaire, très précisément, on a un exemple hyper concret d'à quoi ça peut ressembler l'effet d'une collusion entre quelqu'un à la tête de l'État ou pas, ou un membre de l'État, et une entreprise de ce type. Plus haut, il y a quelqu'un, 25BAM, qui faisait la réflexion. Il disait il faut aussi parler du problème qu'il y a eu avec l'État qui a tout fait pour protéger Nestlé. C'est ce qu'on vient d'expliquer. Il se pose la question, comment est-ce qu'on résout ce risque ? Est-ce que c'est seulement possible ? Je pense qu'on le résout avec une série de moyens. Et il ne s'agit pas de jouer les donneurs de leçons, mais ce qu'on a constaté d'abord, c'est que toutes les autorités de contrôle n'ont peut-être pas les moyens qu'il faut. Je parle de moyens juridiques et de moyens financiers ou matériels. Donc il faut que ceux dont le métier est de contrôler puissent vraiment effectuer leur contrôle. On va prendre un exemple parallèle. Quand il y a eu l'affaire Cahuzac de fraude fiscale, on a créé un parquet national financier. Quand il y a eu, en ce moment, on est confronté au narcotrafic qui prend une importance dingue, on est en train de créer un parquet anti-criminalité organisée pour s'en prendre au réseau de narcotrafiquants. Et bien, sur la sécurité alimentaire, peut-être faut-il qu'il y ait une prise de conscience plus importante, parce qu'il s'agit de la sécurité quotidienne et de la santé quotidienne de nos concitoyens, que tous les organismes de contrôle, la Direction générale de la concurrence et la répression des fraudes, dont les effectifs ont été salement réduits ces dernières années, les agences régionales de santé, aient des moyens pour travailler, que les lanceurs d'alerte soient protégés. Même si on a une loi sur les lanceurs d'alerte aujourd'hui dans ce pays, quelqu'un qui lance une alerte au sein d'une entreprise, il a droit à une double peine. Non seulement l'entreprise dans laquelle il travaille ne va pas lui assurer un grand avenir, mais va plutôt lui indiquer la porte, mais après, retrouver du boulot pour cette personne sera extrêmement compliqué, puisque son nom aura été révélé au grand public. Et donc, il apparaîtra pour tout employeur comme un emmerdeur potentiel qu'on n'a pas envie d'embaucher. Donc, finalement, tous ceux qui concourent à la manifestation de la vérité, et pas uniquement la justice, mériteraient, d'abord d'être mieux considérés, pas comme des empêcheurs de tourner en rond, mais comme ceux qui chaque jour garantissent notre sécurité dans nos assiettes et dans nos réfrigérateurs, et de se voir dotés de moyens à la fois matériels, mais aussi de moyens légaux qui leur permettent d'aller jusqu'au bout de leurs enquêtes. Merci beaucoup Franck pour tous ces éclairages, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir été parmi nous. Merci Corentin et merci à tous ceux qui nous ont rejoints ce soir et nous ont prêté leur attention sur des questions aussi essentielles.